Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de Téléhandicap. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est tellement important que nous devons continuer à sensibiliser les autorités de manière responsable pour protéger la dignité et le droit des personnes handicapées d'avoir une vie respectueuse et en pleine liberté dans leurs déplacements quotidiens. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir d'accueillir deux invités professionnels en la matière pour nous expliquer la vraie situation du transport adapté. Et j'ai nommé M. André Prévost, coordonnateur de la COFAN, et M. Serge Poulain, directeur général du regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal, ce qui est la RUTA. Bonjour à vous deux et bonne et heureuse année. Même chose pour vous, une excellente année pleine de joie, bonheur, santé et que le meilleur vous arrive pour 2024 ainsi qu'à notre technicienne Brigitte. Merci beaucoup, M. Poulain. Ben, je commence avec M. Prévost, qui est habitué un petit peu à nos émissions. Monsieur Prévost, votre vie universitaire, je suis un petit peu au courant, a été jumelée à des expériences multiples durant les 40 dernières années au niveau administratif, au niveau politique, communautaire et j'en passe. Cette particularité vous a permis, à mon avis, de devenir un observateur capable d'analyser d'une façon finement, d'une façon intelligente aussi à la fois, des différents sujets dans votre vie active. Vous êtes aujourd'hui le coordonnateur de la COFAN. Parlez-nous un petit peu de votre parcours de vie civile et surtout de votre rôle. C'est un nouveau rôle aujourd'hui à l'intérieur de la COFAN. On vous écoute. Bon, écoutez, c'est sûr que j'ai fait le gros de ma carrière, comme vous le mentionnez, dans le réseau de la santé et des services sociaux, auprès des différents organismes là, qui se sont succédés de réforme en réforme. Actuellement, je suis dans la dernière partie de ma carrière, donc à la fois professionnelle, puis c'est aussi un engagement ou un choix que je fais que de militer auprès d'un organisme là, dont la finalité, à peu près la seule finalité, consiste à la défense collective des droits des personnes en situation de handicap. On en parlait un peu avant l'émission. Les anciennes enquêtes parlaient de 16% des personnes qui étaient en situation de handicap. Les chiffres maintenant nous amènent des proportions encore plus importantes. Selon les enquêtes, en termes d'incapacité, M. Poulain tantôt nous parlait d'un chiffre là, de jusqu'à 33%. Bref, il y a beaucoup de Québécois et de Québécoises qui doivent composer avec une situation de handicap ou des limitations. Puis notre président, Paul Lupien, qui actuellement est en repos, il a eu quelques petits problèmes de santé, sinon il serait avec nous aujourd'hui. Mais il sera peut-être heureux de dire que je vais le citer en disant que le transport est probablement une, sinon la plus grande priorité des personnes en situation de handicap, parce que sans transport, il est très difficile d'avoir accès, dans certains cas, aux services de santé, que ce soit à l'hôpital, peu importe les services de santé, services spécialisés. C'est très difficile sans transport d'avoir accès à l'éducation, hein? Oui. Puis sans éducation, ben évidemment, c'est difficile d'avoir accès au travail ou de se rendre tout simplement au travail. Puis comme diraient certaines personnes en situation de handicap avec qui j'ai parlé, si vous travaillez de 8 à 4 et que votre transporteur vous propose un transport à 10 heures le matin, vous voyez que même si on a une disponibilité, il faut pas juste avoir une disponibilité, il faut avoir la bonne disponibilité. Donc là, je viens de parler de travail aussi. Puis on parlera pas du besoin qui est réel aussi pour le loisir ou peut-être simplement pour faire son épicerie. Alors, vous voyez,
l'importance du transport. Puis là, le transport, évidemment, ça se passe dans un État. Là, on parle du Québec. Le Québec, évidemment, notre grande ville, en tout cas, c'est pas la seule, mais la plus grande des grandes villes, c'est Montréal. On va en parler tantôt. Mais il y a aussi toutes les régions du Québec qui fonctionnent à géométrie très variable. Puis nous, ben, ce qu'on souhaite, c'est que le transport, la disponibilité ou l'accessibilité au transport s'améliore partout au Québec. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question, M. Coury. Non, vous avez répondu d'une partie, certainement, mais ces sujets, c'est le sujet de l'heure actuellement dans cette émission. On aura pas mal de discussions quand on va rentrer dans le corps du sujet. Maintenant, ce que je sais en vous, ce que je connais en vous, vous êtes un homme, un vulgarisateur. Je dirais, j'ai toujours dit non pédagogique ni scientifique, mais dans la vie quotidienne active, parce que vous vivez ça depuis les 40 dernières années, pour pouvoir expliquer ou pour dénoncer en même temps les enjeux auxquels la société québécoise fait face à l'heure actuelle et surtout pour le bien-être des personnes vivant avec un handicap. Voulez-vous nous détailler en quelques petites minutes votre rôle pour nos téléspectateurs, pour aider ces personnes à l'égard de leur vie quotidienne qui relève du transport adapté? Ben, c'est sûr, comme je le disais tantôt, que la COFAN, a son rôle principal, peut-être son seul rôle, consiste à la défense collective des droits des personnes en situation de handicap. Bon. Il y a une charte aussi au niveau des Nations Unies qui prône l'inclusion des personnes en situation de handicap, qui a été signée par les années 80 par le gouvernement du Canada, puis auquel a adhéré aussi le Québec. Le Québec s'est doté, il y a une cinquantaine d'années, de l'Office des personnes handicapées du Québec, qui est un organisme étatique qui relève du ministère de la Santé. Mais au même moment, il y a à peu près 50 ans aussi, le milieu associatif a décidé de créer la COFAN pour faire un peu un contrepoids à l'OPHQ étatique, parce qu'évidemment, nous, on peut dire des choses que l'OPHQ pourra dire plus difficilement. Évidemment, eux relèvent là, du gouvernement. Et là, je suis pas en train de dire que la COFAN va dire n'importe quoi, au contraire. Mais vous savez que parfois, il faut dénoncer, il faut prendre la parole correctement. Puis, je vous donne un exemple, c'est simple, là. Vous savez qu'on a eu une pandémie, hein, j'apprends ça à personne. Puis la pandémie, il y a eu beaucoup de changements hein, dans ça, au niveau des prix, au niveau de l'inflation. Les véhicules, le coût des véhicules a explosé. En termes d'augmentation, on parle, j'ai vu un chiffre récemment, les coûts des véhicules d'avant la pandémie par rapport à aujourd'hui, c'est plus de 50% d'augmentation. C'est de coût. Ouais, C'est ouais. sûr que les barèmes pour accéder à des véhicules adaptés, les transformer, les adapter, ben évidemment, ça tenait plus la route. C'était plus, entre guillemets, payant pour les personnes à s'investir, parce qu'il y a une partie du transport adapté qui se fait par taxi, il y a une autre partie qui se fait par les services de transport adaptés qui sont publics ou qui relèvent des sociétés de transport. Ouais. Mais pour à peu près 50% ou peut-être un peu plus, ben, il y a eu beaucoup de pertes, beaucoup de fermetures. Puis, entre guillemets, ben, c'était moins lucratif, moins intéressant. Donc, l'offre de transport adapté a diminué dans plusieurs territoires aux régions du Québec. Et ça, bien évidemment, ça va en encontre de nos objectifs que je disais tantôt d'accessibilité, que ce soit en termes de charte ou d'engagement que le gouvernement a pris envers les personnes en situation de handicap, qui en passant constituent, comme on le disait tantôt, un groupe extrêmement important, sans déprécier d'autres clientèles beaucoup plus importantes que d'autres priorités qu'on voit soutenues avec plus d'intensité par l'État actuellement. Bon, c'est peut-être moins, certains diront, c'est peut-être moins sexy actuellement, entre guillemets, de parler de personnes en situation de handicap, mais ça en demeure pas moins que cette priorité-là est importante et devrait
selon nous, euh, revenir à l'avant-plan de la société québécoise. C'est Que que ce vous me soit- confirmez en deux mots que le transport adapté fait partie intégrante et importante de la COFAN. De la COFAN. C'est oui, pas un sujet si ben, simple que oui, ça. tout à fait. Puis je vais vous donner une image qui va mettre les choses en perspective. Vous savez, si vous suivez l'actualité, au cours des dernières années, les gens d'affaires ont beaucoup fait pour que le transport aérien soit plus accessible Ouais. pour, entre autres, pour monsieur tout le monde, mais aussi pour les gens d'affaires. Puis le gouvernement a créé un comité permanent avec les gens d'affaires pour mieux soutenir le transport aérien. Puis un adjoint parlementaire qui relève de Madame la vice-première ministre, ministre du Transport et de la Mobilité durable, Madame Guilbeault. Donc, un adjoint parlementaire, c'est le député Bontigny là, de Duplessis qui préside ce comité-là. Donc, nous, quand on a vu ça, on s'est dit, écoute, il faudrait absolument que la question du transport adapté soit traitée avec au moins autant d'intensité Ouais. que le transport aérien. Donc, on a demandé la création d'un comité permanent pour le transport adapté. Et finalement, ça a été accepté, ça a été annoncé au cours des derniers mois par Mme Guilbeault. M. Poulin, je crois, était présent lors de cette annonce-là. Et même chose, ce comité-là sera présidé par un autre adjoint parlementaire, qui est le député Cher Berger, député de Drummond, si je ne me trompe pas. Donc, on est très optimiste que la question du transport adapté soit traitée avec autant d'intensité que la question du transport aérien pour les gens d'affaires, parce que en bout de ligne, on le disait tantôt, on, on représente une communauté qui est très nombreuse, qui a des besoins importants, qui ont été reconnus et pour lesquels les sociétés, c'est-à-dire la société ou le gouvernement ou les gouvernements se sont engagés à maintenir un niveau d'activité pour permettre l'inclusion des personnes en situation de handicap. Maintenant, je vais aller retourner vers M. Poulain et je suis très heureux de l'accueillir pour la première fois dans cette émission. Monsieur Poulain, vous êtes une personne qui vit son propre handicap, vous êtes non-voyant, vous êtes en même temps le directeur général du regroupement des usagers du transport adapté de l'île de Montréal, ce qui est le RUTA. Donc, votre organisme, c'est un organisme pour défendre, pour une défense collective des droits des personnes en situation de handicap. Tout d'abord, pour mieux vous présenter, je vous laisse ce privilège de vous présenter vous-même auprès de nos spectateurs, téléspectatrices. Après, vous nous parlerez aussi du rôle du RUTA Montréal. On vous écoute. Bonjour à toutes et tous, chers auditeurs et auditrices. Il me fait plaisir de me présenter. Donc, je suis Serge Poulain, directeur général du regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal. Oui, Donc, comme son nom l'indique, on fait transport adapté, mais on fait aussi transport régulier, comme le métro des autobus, qui est un organisme, comme vous l'avez si bien dit, de défense collective des droits. oui, Euh, Moi, j'œuvre dans le domaine du transport depuis au moins 25 ans. Je participe au comité des travaux de la COFAN en matière de transport depuis plusieurs années. D'ailleurs, fin des années 1900, début des années 2000, je présidais la coalition contre le virage à droite au feu rouge au Québec avec la COFAN. J'ai participé à plusieurs dossiers à la COFAN. Actuellement, je travaille sur la table taxi, qui est toute la réglementation pour le taxi au Québec. Donc, c'est ça, j'ai travaillé beaucoup avec différents groupes, différentes régions, via mon implication au comité de transport de la COFAN. Donc, j'ai développé une assez grande expertise, je pense, en matière de transport. Et depuis 7 ans, j'ai le plaisir. J'ai toujours été un petit peu au RUTA, mais je n'étais pas directeur. Mais depuis 7 ans, j'occupe le poste de direction avec plus grand des plaisirs. Puis c'est un plaisir et un devoir pour moi de défendre les personnes en situation de handicap là, en matière de transport, autant régulier qu'adapté. et je reste avec vous, Monsieur Poulain, parce que vous touchez un point très important. Surtout, vous l'avez dit, vous défendez depuis les années 2000, début 2000, cette situation particulière
qui est une vie qui donne la liberté pour moi, pour les personnes, surtout les personnes non-voyantes. Maintenant, vous siégez et vous participez activement aux différents comités d'après ce que vous venez de dire, comme la STM, le REM, la RTM, ainsi de suite, pour promouvoir un transport adapté, plus accessible et sécuritaire. Ma question, pensez-vous que cette mission a atteint un objectif accompli surtout dans les régions? Ben, écoutez, c'est toujours complexe. Hein. Voyons, on vient de travailler sur le REM, notamment, on fait encore beaucoup de pression parce que malgré les multiples rencontres, les multiples recommandations qu'on a déposées, il y a plein de choses qui n'ont pas été prises en compte pour différentes raisons, là, pour des raisons X, Y, là, budgétaires, normes de bâtiments et autres. Mais nous, on dit, ben, écoutez, notre but, c'est de travailler avec vous pour maximiser, et vous l'avez très bien précisé, puis il y a peu de gens qui précisent ça. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'accessibilité universelle. Ça, c'est notre point, je dirais, central. On travaille tout à partir de là, mais accessibilité universelle et sécuritaire. Et de plus en plus, on commence à avoir des difficultés, autant chez nous que dans les différentes régions, à de l'accessibilité universelle sécuritaire. Très bien. Monsieur Prévost, je retourne vers vous. On va aller dans les détails, dans le corps du sujet. On sait que votre expérience et votre engagement dans la vie publique qui relève du handicap est très bien connu. D'après vous, ou pensez-vous que le transport adapté répond à l'heure actuelle adéquatement aux besoins aux besoins urgents et quotidiens aux personnes handicapées d'une part, et d'autre part, la dignité de ces personnes est vraiment respectée? Bah, vous savez que c'est sûr qu'on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, là, selon sa philosophie. On ne peut pas nier qu'il y a des services qui sont quand même rendus à la population, à la clientèle qui est en situation de handicap. Bon, évidemment qu'on parle peut-être moins de ces aspects-là qui sont positifs. Bon. Par contre, évidemment, quand en défense de droit, on s'intéresse aux manquements, à ce qui est possible d'améliorer. Puis si on est là, ben, c'est parce qu'on veut améliorer encore des choses, puis il reste encore beaucoup à faire. Bon. Ouais. C'est certain que Montréal, tantôt, M. Poulain pourra compléter pour Montréal, parce que M. Poulain il a une connaissance très, très approfondie là, de Montréal. Il y en a une aussi des régions, mais en particulier à Montréal. Moi, ce que je vous dirais, c'est que là où on peut s'interroger, je parlais tantôt de l'offre de transport adaptée qui a peut-être diminué ou que c'était moins intéressant. Là, il commence à avoir des initiatives. Il y a eu quelques annonces là, qui ont été faites là, au cours des derniers mois pour relever les barèmes, là, entre autres, là, pour l'acquisition de nouveaux véhicules. Je donne un exemple. Avant ça, vous savez qu'il y avait des Dodge, des Dodge Caravan, là, de Chrysler, qui coûtaient un prix X, là. Mais maintenant, il y en 24 500. a. Bon, ben, c'est ça. Mais là, il Tu y peux en te les a plus. sortir tous les prix si tu veux. Ben, c'est ça. Ben, regarde, il y en a plus. Puis là, maintenant, c'est des Dodge Pacifica qui coûtent beaucoup plus cher. Pacifica qui est 51 000. C'est ça. Donc, vous voyez que les barèmes n'ont pas Ouais, suivi. ouais. Donc, il y a eu une annonce quand même pour apporter un ajustement par rapport à ça. Bon, il y a aussi dans certains territoires, la rémunération des chauffeurs a été ajustée. Donc, il y a eu certaines avancées. Par contre, c'est pas suffisant parce que quand on pense aux régions, on parle de grandes distances à parcourir hein, entre les services, tout ça, puis l'offre est moins grande, la population est plus petite. Donc, ça devient une gymnastique très difficile. Puis, ajouter à ça la réalité, parce qu'on veut se décarboner comme société, on n'arrête pas de dire ça. Donc, ça implique la question du transport dans les régions puis dans les distances. Puis, il y a le transport collectif qu'on entend beaucoup parler. Puis là, je suis pas en train de parler de troisième lien, là, puis je suis pas en train de parler du tramway à Québec, là. C'est pas de ça que je veux parler, là. Mais à quelque part,
il y a beaucoup de petites municipalités qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que puis il existe quand même des sociétés de transport. Là. Tu sais, on parle beaucoup de Montréal, là, mais il y a Laval, il y a Sherbrooke, il y a Lévis, je sais pas qui j'oublie, ben, Québec, évidemment. Là. Bon. Mais quand vous allez dans des régions plus éloignées ou plus périphériques, souvent, il n'y a pas de société de transport, puis les municipalités sont laissées plus à elles-mêmes. Donc, nous, on aimerait qu'il y ait un certain travail via le comité que je vous parlais tantôt, qui devrait débuter ses travaux prochainement. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un mouvement de structuration de ces services-là, qu'il y ait des mises en commun, puis que tranquillement, qu'on se constitue peut-être pas des grosses sociétés comme Montréal, mais des sociétés de transport à plusieurs municipalités pour avoir ce qu'on peut appeler, parce que ça prend aussi, écoutez, ça prend certaines connaissances pour gérer le transport, que ce soit collectif ou adapté. Donc, évidemment, c'est pas tous les territoires qui ont les connaissances qu'on retrouve à Montréal ou à Québec. Donc, comment qu'on ferait pour améliorer ça? Puis l'autre chose, c'est que dans ces structures-là qui sont à formaliser, euh, on aimerait que, d'abord, il peut y avoir beaucoup d'innovation là-dedans en passant. Là. Euh, on l'a vu dans le territoire sud-Yamaska ou quelque chose comme ça. Il y a des taxis qui avaient quitté le domaine, puis qui ont été rachetés par la municipalité qui opère une flotte de taxis pour offrir du transport adapté. Donc, ça a été primé. Là. Dit autrement, tous les moyens peuvent être envisagés pour augmenter l'offre de transport adapté, dans la mesure où c'est fait avec bienveillance. Là. Bon. L'autre chose, c'est la participation des personnes en situation de handicap à l'intérieur de ces structures-là. On peut-tu utiliser les personnes en situation de handicap, les utilisateurs, les clients, pour identifier leurs besoins, puis pour témoigner de leur satisfaction, puis pour peut-être même, dans certains cas, il y aura des plaintes, il y en aura toujours malheureusement. Donc, est-ce qu'on peut mettre à profit les personnes en situation de handicap pour mettre un peu de neutralité, un peu de check and balance, là. Tu sais, c'est pas les bons contre les méchants, mais c'est comment qu'on peut améliorer partout au Québec, dans toutes les régions du Québec, améliorer nos services de transport, soit adaptés au collectif pour les personnes en situation de handicap. Bon. Moi, je dirais que ça, c'est une grande préoccupation qu'on a puis qu'on va amener au comité. Normalement, ce comité-là, je devrais être présent. On va avoir une place pour la COFAN, puis M. Poulain devrait être près de nous là, dans cette représentation-là qu'on va faire. Puis on a beaucoup d'attentes sur. Mais on pense que Madame Guilbeault, la vice-première ministre et ministre du Transport et de la Mobilité durable, est à l'écoute et à date, on est très optimiste là, de ce qui s'en vient. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, évidemment. Je ne suis pas en train de vous dire que tout est réglé, loin de là. Mais j'irai dans le même sens, Monsieur Prévost, pour aller directement dans l'avancement de la cause des personnes handicapées au niveau de transport adapté. Nous avons ici au Québec une charte, la Charte des droits et libertés de la personne, qui garantit, entre autres, aux personnes handicapées, par exemple, le droit à l'égalité, le droit à la protection en cas d'exploitation, et j'en passe. Mais que faut-il faire pour des associations, pour des regroupements? Faut-il faire mettre la main dans la main pour protéger avant d'aller dans le finance, donner, protéger le droit et la dignité de ces personnes? Et nous savons très bien comment ça se passe chez nous. Et j'ai des exemples réels des personnes vivant avec un handicap qu'on est loin d'avoir la majorité du respect et donner le droit et la dignité à ces personnes. Qu'est-ce que vous pensez là-dedans, vous, des personnes qui sont liées directement, vous ou M. Poulain? J'aimerais bien vous écouter tous les deux. Que faut-il faire pour aller de l'avant et sensibiliser les autorités d'aller de l'avant avec nous pour donner cette égalité versus les personnes valides? Monsieur Poulain, est-ce que vous voulez y aller Ah, d'abord? moi, je te dirais que, essentiellement, ce que je vous dirais, c'est que ça prendrait premièrement des lois avec un peu plus de mordant. Je pense que la première chose à faire est là. On pense au transport, à la santé, aux services sociaux, à l'accessibilité des bâtiments, de l'environnement.
On n'est pas dans ce dossier-là, mais on assiste actuellement à un paquet de nouveaux aménagements avec des pistes cyclables qui vont être extrêmement dangereux. Donc, je pense que ça prendrait une loi au Québec. Au Québec, et l'organisme qui nous défend, qui est l'Office des personnes handicapées du Québec, ben, sont Ouais. payés par le gouvernement. Fait que tu ne mords pas la main qui te nourrit. Fait que comment ils vont le dire pour dire ah ben telle chose, non, ça ne marche pas. Alors, on n'est pas dans un mécanisme qui fonctionne bien, selon moi en tout cas. Donc, ça serait la première chose à faire. D'établir des lois un petit peu comme ça se fait aux États-Unis, en Ontario, par exemple, où on a des lois avec un peu plus de mordant. Si tu ne le fais pas, ben, tu vas avoir des conséquences. Bon, là, on pourrait toujours débattre après, est-ce que c'est mieux fait? Ça, peut-être pas. Mais au moins, ça prend une base et ça prend. Après ça, on peut faire des préjudices beaucoup plus solides à partir de là. Ouais, écoutez, Et M. Prévost? moi, je vous répondrai en deux volets, là. J'aurai une réponse un petit peu plus professeur d'université là, qui m'arrive là, de faire à l'occasion. Tu sais, quand je dis qu'on fait de la défense collective des droits, ça veut dire qu'on ne fait pas de défense de droits individuels. Mm. Par contre, pour faire du droit collectif, il faut que les besoins individuels puissent être exprimés. Puis quand on réussit à collecter plusieurs événements, ben, on peut monter en généralité des besoins singuliers ou particuliers pour en faire un dossier de défense de droits collectifs. Ça c'est au niveau plus, je dirais, intellectuel de la chose, là, du dossier. Bon. L'autre chose que je vous dirais, c'est que la COFAN, qui travaille depuis plus qu'un an pour présenter un projet qui va démarrer dans les prochaines semaines, là, la COFAN va élaborer un guide sur l'accessibilité multi-handicap. Là, puis dans ce guide-là, on va regarder évidemment les différents guides, il y en a plusieurs qui existent là, dans plusieurs domaines. Là. On va regarder ça, mais on va essayer d'identifier c'est quoi les objectifs ou les normes ou les critères à atteindre dans chacun des types de handicap, puis dans chacun des domaines d'accessibilité, que ce soit l'accessibilité physique ou l'accessibilité à la santé ou l'accessibilité au monde numérique, informationnel, etc. Donc, on va faire ce travail-là, on va identifier ce qui existe, on va aussi sonder les personnes en situation de handicap pour leur demander qu'est-ce qu'eux souhaiteraient qu'on puisse avoir comme objectif ou norme à atteindre. Puis on va regarder ce qui se fait de mieux ailleurs dans le monde. Donc, pour chaque type de handicap, pour chaque type d'accessibilité, on va essayer de synthétiser ce qui existe, ce qui devrait exister. Et évidemment, un coup qu'on aura fait ce travail-là, on a un an pour le faire, bon, on va le diffuser le plus largement possible, puis on va l'utiliser auprès de tous les groupes qui nous contactent en nous disant voulez-vous nous donner des commentaires sur notre plan d'accessibilité ou etc. Puis peut-être qu'on pourrait même envisager que ce guide-là soit la prémisse d'une future loi sur l'accessibilité québécoise. Parce que je donne l'exemple de l'emploi. Bon, au Québec, moi, on me dit qu'il y a un objectif par rapport au seuil d'emploi pour les personnes en situation de handicap, mais cet objectif-là, moi, je ne le connais pas ou il est très peu connu, ou je ne sais pas quoi. Il semblerait que le taux effectif mesuré d'employabilité des personnes en situation de handicap au Québec est de 0,8%. OK, moins de 1%. Bon. Si vous allez en France, il y a une loi qui oblige les ministères, organismes et les grandes entreprises à embaucher 6% des effectifs de personnes en situation de handicap. Les personnes pourraient critiquer ce que je dis en disant « Ouais, mais dans les faits, ce seuil-là n'est pas atteint, vous avez raison. » Mais la dernière mesure est de 5,5%. Bon, ben écoutez, 5,5% par rapport à 0,8%, si je ne me trompe pas, là, ça veut dire que la France serait 7 fois meilleure à peu près que le Québec. Bon. Là, je viens juste de parler d'emploi. On n'a pas parlé de santé, on n'a pas parlé d'éducation.
ni transport. Donc, vous voyez que dans la vie, oui, on veut s'améliorer, mais il n'y a rien de mieux que de se donner des objectifs pour voir d'où on part, puis où on s'en va. Entre les deux, c'est l'action qu'on doit réaliser. Puis nous, comme organisme de défense de droits collectifs, faut faire attention, hein. On n'est pas le gouvernement. Hein? C'est pas nous qui font le travail, c'est les fonctionnaires, c'est l'appareil étatique. Par contre, on peut apporter une influence que j'appelle positive pour contribuer à une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap, que ce soit dans le domaine du transport ou dans les autres dossiers qu'on parle ensemble en ce moment. Mais qu'on le veuille ou non, M. Prévost, M. Poulain, on n'a pas, moi, je ne pourrais pas dénigrer ce qui se passe chez nous au niveau des services ou autre chose versus les autres pays et les majeurs pays que j'ai visités. Si on fait une comparaison, même avec la France, si vous voulez parler de la France, ils sont loin de chez nous. Mais la situation sociale, la situation familiale, la situation atmosphérique exige chez nous un service beaucoup plus important pour nos personnes handicapées. Je sais, en France, on ne voit pas les voitures et les camions et les taxis et les autobus des personnes handicapées. Ils sont loin de nous. Mais chez nous, on a besoin d'être tous ensemble pour sensibiliser le gouvernement aux besoins urgents que nous vivons tous les jours. Nous avons une vie des personnes handicapées complètement effacée du radar social de nos jours. C'est là où on doit travailler tous ensemble. C'est la raison pour laquelle je veux retourner avec M. Poulain. C'est un des points les plus importants qu'on va aussi regarder ensemble. La crise actuellement qui traverse ou que traverse l'industrie du taxi et qui fait souffrir les services de transport adaptés, qu'on le veuille ou non. De plus en plus, ces services sont limités et les personnes handicapées qui en dépendent. Donc, paraît-il que la pandémie a eu pour effet de masquer la détérioration des services d'une part et d'autre part, pensez-vous qu'on anticipe, M. Poulain, que le transport adapté va être en péril pour les prochaines années pour répondre aux besoins de nos personnes handicapées? Vous avez beaucoup de questions en même temps. Oui, c'est ça, c'est le On va sujet. essayer de vous résumer ça. Allez-y. Évidemment, la pandémie, oui, on a oublié complètement les personnes handicapées à peu près dans tous les domaines. Au niveau du transport adapté, en tout cas dans ce qui est trait aux grandes villes, au centre urbain, je vais l'expliquer comme ça, il y a eu un petit peu moins de problèmes, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des ressources disponibles. Pas complètement, mais ça se travaillait beaucoup. Mais il y a eu d'autres choses aussi qui sont venues interférer en même temps. Tout est arrivé en même temps. Ce qu'on a appelé la loi 17, donc la loi du transport rémunéré de personnes automobiles, est venue complètement chambouler l'industrie du taxi. Alors ça n'a pas aidé du tout. C'est une chose qui a vraiment, je vais le dire comme ça, jeté à terre le transport adapté. Parce que M. Prévost vous parlait tantôt des données. Les données des grands centres urbains, généralement, il y a au-delà de 75 des transports qui se font via taxi et le reste est fait via des services de transport, par exemple, comme des minibus ou des choses comme ça. Et de ce nombre, 15 c'est des voitures accessibles. Donc là, je vous donne un peu des portraits. Fait que ça, juste pour concrétiser ce que M. Prévost vous explique, là, on va le faire. Là. Regardez bien, on va le faire ensemble. Avoir une voiture accessible, ça veut dire d'acheter une voiture, de la faire adapter. Okay? C'est ça que ça veut dire. Une voiture, comme je vous l'ai expliqué tantôt, ça coûte au-delà de 51 000 une voiture, une Dodge Pacifica, ce qui coûtait à peu près 25 000 auparavant. L'adaptation pour poser une rampe pour permettre aux personnes, par exemple en fauteuil et autres, de pouvoir entrer et sortir du véhicule, ça coûtait 20 000 à peu près. Et là, c'est rendu à 33 000 Alors, c'était quoi le plus-value pour une personne, un chauffeur, de dire, moi, je vais m'acheter un char, je vais m'endetter pour le faire adapter parce qu'on donnait juste 20 000 de subvention. Fait que déjà là, voilà, je paye 12 000, puis je vais m'acheter un auto que je voudrais peut-être pas, puis qui est en plus, qui est énergivore en matière d'essence. Ces voitures adaptées-là, là, c'est énergivore en matière d'essence. Là. Alors, tu fais quoi comme choix? Ben, tu vas t'acheter une petite Toyota Prius que tu vas peut-être payer un peu plus cher, mais qui consomme beaucoup moins. Alors, c'est ça le pari que tu finis par faire.
ce que M. Prévost disait, puis c'est ça, on a eu quand même une certaine augmentation des subventions, ce qui a bien été. Donc, c'est un début. Et particulièrement dans des régions plus éloignées ou des centres urbains moins concentrés, ben c'est ça, il n'y a plus d'auto. Alors, les gens n'ont pas de transport adapté. Il faut se rappeler que le transport adapté, ce n'est pas un luxe, là. Les gens pensent que les personnes en situation de handicap embarquent là-dedans, un beau taxi, on va te débarquer. Non, non, tu fais des jumelages, donc tu vas embarquer d'autres gens, tu vas en débarquer. Ton voyage peut être très long, ça peut aller jusqu'à 1 heure et demie, 2 heures à bord du véhicule, dépendamment des types de régions. Et comme le disait M. Prévost tantôt, en plus, on ne parle pas des parcours de longue distance où est-ce que la rémunération n'est pas assez élevée. Donc, vous voyez, il y a plusieurs enjeux. Mais tout ça pour dire que le transport adapté, ce n'est pas un choix pour beaucoup de personnes. Et quand on parlait du transport aérien, tu peux toujours y aller en bateau, tu peux toujours y aller en toutes sortes de manières. Transport adapté, pour 95% d'entre elles, les personnes qui l'utilisent, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Moi, je peux te dire que d'avoir un délai d'attente en arrivant, d'être pas sûr d'arriver à l'heure, d'être ci, d'être ça, si je pouvais me promener en vélo, je le ferais. Donc, c'est ça. Si je pouvais me promener autrement, je le ferais. Bon, moi, j'ai le privilège de pouvoir me promener en transport régulier, ce que certaines personnes n'ont pas. Mais c'est ça. Alors, ce n'est pas un choix. Et pour votre dernière question, j'essaye de vous résumer ça, parce que avec vos 3 questions, j'aurais pu vous parler 2 heures. Pour la dernière question, on sent de plus en plus que le gouvernement amène les sociétés de transport à dire vous avez trop de déficit, il va falloir que vous coupiez quelque part. Moi, j'ai extrêmement peur pour les prochaines années que les services soient réduits. Déjà que c'est réduit, voire même absent dans certaines régions du Québec. Peut-être ils n'ont pas de transport adapté. Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils en ont pas les fins de semaine. Alors, qu'est-ce que je fais si je vais aller voir un ami le samedi? Il y a une dame qui me racontait au Saguenay, elle dit le seul transport adapté qu'on a le samedi, c'est pour aller à des funérailles. Ben voyons donc, personne handicapée, c'est pas juste aux funérailles qu'elle va aller. Le transport est transversal. Je pense que M. Prévost l'a très bien expliqué. Alors oui, j'ai extrêmement peur parce que les gouvernements coupent dans les sociétés de transport, puis il arrive quoi? Ben, à un moment donné, nous, en tout cas, du côté de Montréal, on est quand même chanceux pour la prochaine année, puis je pense qu'à Québec aussi, Lévis, les grands centres urbains, là, Sherbrooke, l'Outaouais, tout ça. Mais il est fort à parier, il va falloir être très vigilant cette année parce que les déficits vont venir entrer dedans. Là. On peut pas. Ça ne se pourra pas qu'on maintienne le transport. Et pourtant, le transport adapté, c'est pas n'importe qui non plus qui a accès au transport adapté. Là. Il y a des règles précises dans lesquelles tu peux ou ne peux pas avoir le transport adapté. Là. C'est pas là qui veut. Là. C'est pas comme ça que ça marche. Monsieur Poulain, vous avez répondu sur un sujet, surtout la dernière question, d'une façon qui va me donner l'opportunité de vous donner des détails à l'égard de cette question. Vous savez, dernièrement, je ne sais pas il y a combien de temps, le gouvernement avait mandaté les villes de mener des statistiques sur la situation des personnes handicapées, que ce soit annuel. Il y avait un budget pour ça. Et paraît-il que les réponses, la majorité des réponses nous montraient une situation descendante, pas ascendante, descendante des personnes handicapées au niveau du transport adapté. Deuxièmement, vous aviez parlé aussi une personne qui est obligée d'aller dans des funérailles, et c'est vrai, les coûts sont onéreux. Et même, j'ai vécu ça, nous avons vécu ça dernièrement avec un de nos membres. Il était obligé, elle avait besoin de 250 $ pour aller assister aux funérailles de son frère ou sa sœur, je pense, de sa propre famille, qui n'avait pas les moyens. Que faut-il faire pour donner un pouvoir à ces personnes de vivre dignement comme une personne valide? Donc, la situation, quand j'ai dit être en péril pour les prochaines années, est-il vrai dans la situation et que se passera-t-il au niveau des personnes handicapées? Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup d'analyses à faire. Oui, je pense que c'est vrai. Oui, il y a des coûts onéreux, vous dites, mais en même temps, le transport adapté dans les grands centres urbains, en tout cas, est assez bien géré en matière de. Il y a des programmes, comme je vous dis, là, un transport adapté, là, juste pour situer vos spectateurs et spectatrices, là, on ne vient pas te chercher chez vous, puis on va t'amener direct en taxi, en limousine. C'est pas comme ça, là. Vous pouvez ramasser 2, 3, 4 personnes en vous en allant. On va en laisser, on va en débarquer, on va en rembarquer. C'est quand même optimisé, mais il y a des limites à l'optimisation qu'on peut faire. À un moment donné, là, je ne peux pas faire passer une personne, comme vous dites, pour sa dignité, 3 heures dans un véhicule. Là, je veux dire, si alors qu'un trajet pourrait y prendre peut-être 25 minutes, là, je veux dire, à un moment donné, il y a des limites. Là.
Alors, oui, il y a de l'optimisation qui se fait. Moi, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits pour faire des jumelages et tout, et pour améliorer, mais il y a des régions qui n'en ont même pas. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va amener des personnes en situation de handicap à vivre de l'isolement. Parce que Oui, M. Prévost l'a expliqué, il y a une transversalité dans le transport. Là. Pas de transport, tu fais rien dans la vie. Désolé, on va le résumer de même. Puis on fait quoi? Alors, c'est ça, là. C'est toute la problématique qu'il faut pas. Il faut que les organismes comme nous, ben, qu'on accentue la pression. Il va peut-être falloir éventuellement qu'on pense à faire des actions, mais je pense beaucoup plus aussi pour faire voir les personnes handicapées, parce que aussi, un autre phénomène qu'il faut vous expliquer, c'est que dans beaucoup de régions, on a de plus en plus de personnes qui sont admises au transport adapté. Puis ça, la hausse n'égale pas nécessairement la hausse de budget. oui, C'est nous, oui. à Montréal, là, je peux vous dire, on passe à peu près 3000 nouvelles demandes par année. C'est beaucoup, là. À Montréal, Mais on compte 33 600 usagers à Montréal. oui, c'est vrai. Puis à Québec, il y en a peut-être la moitié, là. Je n'ai pas les chiffres des autres. Mais c'est ça, mais il faut les desservir avec ce qu'il faut. Mais ça prend du personnel. Comme M. Prévost l'a expliqué, on n'improvise pas ça, du transport adapté. C'est géré par des logiciels, mais dans les petites municipalités, malheureusement, ils ne sont pas encore équipés pour ça. Alors, le regroupement dont propose M. André, c'est de dire, ben, regroupons certaines municipalités pour limiter des coûts puis mettre l'argent, effectivement, pour les usagers. Oui, 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 oui. Peut-être une chose que j'ajouterais, c'est toute la question. Tu nous, ça nous a fasciné à un moment donné dans nos discussions avec le ministère des Transports, où on disait qu'il y avait des problèmes d'accessibilité au transport adapté dans des régions du Québec. Puis le ministère du Transport nous revenait en disant que eux, de leur point de vue, à peu près tout était correct ou approprié. Puis ça nous a fait beaucoup réfléchir pour réaliser finalement que, vous savez, on appelle ça de la reddition de compte, là. C'est un terme un peu technique là, pour dire, bon, le gouvernement donne de l'argent aux sociétés de transport, aux municipalités pour faire du transport adapté. La question, c'est comment cet argent-là est utilisé. Bon, est-ce que les services ont été dispensés? Bon. Actuellement, peut-être, là, je ne parlerai pas pour Montréal, mais pour plusieurs régions du Québec, l'argent est envoyé, puis les rapports qui sont envoyés au gouvernement sont à l'effet que l'argent a été dépensé, puis à peu près tout le monde est satisfait de ce type de réponse-là. Nous, on est d'avis qu'il faudrait enrichir la reddition de compte, il faudrait la rendre plus contraignante pour les sociétés de transport, puis les municipalités, ou les MRC, ou les regroupements de municipalités. Puis que non seulement qu'on sache que l'argent a été bien dépensé, mais qu'on sache combien de transports ont été effectués, combien de transports ont été refusés, combien de transports ont été décalés ou ont été faits en retard. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Combien de plaintes ont été adressées, ont été reçues? Dit autrement, enrichir un petit peu plus la reddition de compte. Puis je vous parlerai d'une chose qu'on a appris. Je ne suis pas en train de dire que c'était fait partout, mais à certains territoires, s'il y avait un petit peu plus de lousse en transport adapté, bon, on prenait un véhicule adapté, puis dans le fond, on ajoutait des bancs pour faire du transport collectif. Tu sais. Puis là, ben, je dis pas que c'est du détournement de fonds, là, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Puis si Paul Lupien était ici aujourd'hui, il vous conterait que dans certains territoires, c'est arrivé dans le passé que, faute de transport adapté, ben, on a dû faire des transports par ambulance de En personnes en Gaspésie, c'est situation de encore le cas. handicap. En Gaspésie, Et c'est encore le cas. ben, c'est ça. Et là, pendant ce temps-là, s'il arrive une fatalité, ben, l'ambulance n'est pas disponible. Puis, à la limite, on peut arriver avec des situations de mortalité, puis où, finalement, nos programmes de type institutionnel sont la cause de fatalité. Là, je suis pas en train de dire qu'il faut faire attention, là. Faut pas généraliser, puis il faut pas dire que c'est partout, puis en très grand nombre, mais il reste que un, c'est trop. Puis faut espérer qu'il n'y en ait pas davantage. Euh,
C'est excellent. On a eu des réponses vraiment transparentes à l'égard de ce sujet. C'est pour cela, je vais terminer avec vous, M. Prévost. Lors d'une étude parlementaire sur de la réforme, il a eu, Monsieur le ministre, l'ancien ministre du Transport, avait été prévenu que les usagers des personnes handicapées ou de transport adapté risquaient de payer le prix, à savoir la gestion de l'offre des taxis accessibles. Sera par hasard parmi vous ou parmi vos idées, parmi vos collègues, sera suffisante afin de répondre adéquatement aux besoins des personnes handicapées au Québec? Écoutez, moi je pense que tout reste à faire encore. Monsieur Poulain est quand même aux premières loges, là, lui qui siège sur on l'appelle la table du taxi, là. Le nom du comité est un petit peu plus développé que ça, là. C'est quoi, Monsieur Poulain? C'est la Je ne me table rappelle pas exactement, André, sur le honnêtement. transport, en tout cas, bref, sur le transport On l'a- individuel, là. c'est beaucoup sur la réglementation taxi, les C'est dômes. ça. On est dans l'extrême technique, là. C'est ça. Oui, Mais Monsieur Poulain, Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que dans le fond, il y a eu certaines avancées qu'on a identifiées tantôt, on les a nommées en gros, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour faire en sorte que cette industrie-là reprenne un peu la place qu'elle avait là, avant la pandémie. On n'a pas atteint la vitesse de croisière, je pense, là. on est très loin de là. Puis pas, même en transport, en ce qu'on appelle les voitures berlines, là. Non, je veux dire, les gens, il y en a qui. Non, non, on a perdu la loi 17 qu'on appelle de manière plus familière, mais la loi assurant les services de transport rémunérés par automobile. Écoutez, ça a tué l'industrie complètement au profit de d'autres industries que je nommerai pas. On pensait que ça marcherait, ça a marché Ouais, plus ou moins, mais tout reste à faire, là. Tout reste à c'est faire ça. parce que Ben, ces personnes-là, ils ont perdu leur permis, leur fonds de pension, ils ont tout perdu. Alors, ils ont tout laissé l'industrie, sans compter tout l'aspect économique dont on a parlé tantôt. c'est ça. Il y a un droit qui est intéressant en partie pour le transport adapté. Par contre, c'est la possibilité d'aller faire des services en dehors de ta municipalité. Avant ça, si tu étais de Montréal, tu ne pouvais pas aller à Longueuil. Je vous le résume pour que Hmm. les auditeurs comprennent bien. Là. À ce temps, tu peux aller à Montréal, tu peux être de Montréal, tu peux aller à Drummondville si ça te tente. Alors Mais ça, pour le transport adapté, ça va avoir certains avantages, mais tout demeure à faire, Mais effectivement. c'est pas facile encore aussi. Une réalité que M. Poulain vient d'insérer, là, c'est ce qu'on appelle la mobilité interrégionale ou pas intermunicipale, là. Dans certains cas, ben, il y a des frontières qui font en sorte que on doit peut-être faire appel à plus qu'un transporteur. Donc ça, c'est une problématique qui doit faire l'objet de travaux. Puis il y a un autre point que je voudrais amener. M. Lupien l'a ramené ce point-là. Il va être heureux que je l'amène, là. Puis écoutez, on va nommer Uber, tu sais, j'allais dire l'éléphant dans la pièce, tu sais, dans le sens que la loi sur le taxi, ça visait à libéraliser un peu l'industrie pour permettre, entre autres, au service d'Uber de s'insérer bon. Sauf qu'on ne l'a pas fait on n'a pas associé ça avec des obligations. Bon. Vous savez qu'en Angleterre, il y a ce qu'on appelle les kinka, en tout cas, les taxis là-bas, sont adaptés, hein. Tous les taxis, hein, M. Poulain, si je ne me Oui, trompe pas, sont adaptés. oui, Bon. oui. Euh, je ne sais pas quelle province de l'Ouest, là, c'est-tu l'Alberta ou la Saskatchewan, en tout cas, Alberta, c'est l'Alberta, bon, qui qui embarque un peu là. commence. Bon. C'est pas Ça fait que encore là, la complet, mais ça question, avance. la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on ne devrait pas éventuellement, avec des modalités écoutez, que c'est pas à moi d'annoncer ici, là, mais arriver avec cette idée que le taxi, un peu comme un bâtiment public, devrait devenir accessible. Tu sais? hmm, Je suis pas en train, on n'annonce rien, mais c'est une question qui peut être légitime à poser. ouais, ouais. Puis, bon, en tout cas, je pense que on arrive vers la fin de notre émission. Je pense que c'est intéressant de laisser des pistes d'avenir, des perspectives possibles d'amélioration. Puis c'est un très grand dossier, là. Juste à évoquer cette idée-là, pour le Québec, là, si le gouvernement embarquait dans une idée comme celle-là, comment qu'on ferait au Québec pour rendre accessibles les voitures taxis ou les voitures, appelons ça, avec compteur pour les personnes en situation de handicap, pour assurer des transports accessibles, fiables, rapides, sécuritaires.
Écoutez, ce serait une innovation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, M. Poulain. Ce serait certainement une grande innovation. Écoute, tu sais, tu connais ma position là-dessus, André. Je suis un petit peu mitigé. J'adore la position. Est-ce qu'on irait dans le 100%? J'ai des questions pour vous autres qu'on pourra faire. Et c'est ça l'important, c'est l'intérêt de notre milieu communautaire, c'est de discuter entre nous. Moi, je pense qu'on pourrait se fixer un pourcentage, effectivement. Est-ce que c'est ça? Parce qu'il y a des personnes, André, pour toutes sortes de raisons, qui ne peuvent pas voyager dans un véhicule accessible. Et ça, il va falloir se le rappeler. Mais l'objectif est viable. Là, moi, je ne suis pas contre, au contraire. Et ça va être le fun d'en discuter quand André dit laisser des traces. Là, ben, c'est exactement ça. C'est que dans notre milieu, c'est le genre de discussion qu'on a. Et c'est le fun que les regroupements de personnes en situation de handicap viennent donner leur opinion pour qu'on Mais, en fasse un débat pour être le plus unanime possible. c'est ça. Moi, je Mais pense que nous, les solutions amenées par tout le monde sont toutes enrichissantes. c'est ça. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que dans le fond, peu importe la solution ou les solutions, l'important, c'est d'augmenter l'offre. Exact. Plus on augmente l'offre, ben, plus on améliore l'accessibilité. Puis plus on améliore l'inclusion des personnes en situation de handicap, oui, du transport, mais pour leur donner accès à toutes les facettes transversales qu'on parlait, là. Hein, éducation, emploi, santé, écoutez, loisirs, bon, je ne parlerai pas des enterrements, là. L'épicerie, hein? L'épicerie. Messieurs, je tenais ardemment à garder cette émission ouverte pour vous parce que le transport adapté, pour moi, pour toutes les personnes censées de défendre les droits et la dignité des personnes handicapées, c'est le flambeau de la liberté pour ces personnes. Je vous remercie pour votre présence et Téléhandicap profite encore une fois de l'occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année en santé, surtout en santé, dans la sérénité et dans la paix pour un avenir meilleur. Ben, merci beaucoup. Donc, À je vous vous, remercie beaucoup. C'est un plaisir. à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, merci beaucoup pour votre encouragement et au plaisir de vous retrouver dans une autre émission. Et ce n'est que nos revoirs.